En attendant que tout le monde arrive, voilà, j'espère que ça n'a pas été trop dur pour vous ces derniers jours parce que ça a été vraiment chaud dans tous les établissements. Donc, chapeau. Chapeau. Bon, normalement, ça devrait s'atténuer un petit peu parce que le côté panique de la fermeture, normalement, devrait se calmer. Aujourd'hui, c'était moins, et même hier matin, c'était moins la ruée, on va dire, que les 2 jours qui ont précédé. Mais voilà, c'est un coup de chapeau quand même pour tout le monde parce que ça a dû être vraiment chaud. Alors, ben ouais, je vois que ça commence à se connecter. Bon, toujours pareil, hein, encore 1 ou 2 minutes. Et après, on peut attaquer. Donc, dans l'ordre, je dis bonjour à que je viens de voir qui se connectait. Donc, à Florence, à Luc, Thibaut. J'en oublie certainement hein, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont en connexion. Profiter pour me mettre pour des questions éventuelles. Voilà. Benji, bonjour. Florence aussi. Sylvain. Allez, on se donne encore une petite minute et après on y va. Christophe, bonjour. Alors j'en oublie certainement, hein, je suis désolé parce que ça défile un petit peu vite, mais voilà, j'ai eu tout cœur avec vous. Donc Cyril, bonjour. Allez, 30 secondes et après, on est parti. Tony, salut. Allez, bon, on va démarrer. Donc, vous le savez évidemment, suite aux mesures de confinement, il a été décidé par le gouvernement que nous faisions partie des établissements dits indispensables. À ce titre, donc tous les magasins et l'ensemble des entrepôts restent ouverts au public. Les seules choses qui vont en fait ne plus être présentes au magasin, ce sont les ATM. Sinon, même le SAV, tout ça, tout est maintenu en fait. Donc, ça veut dire quoi? La première question qui a été posée à de nombreuses reprises, c'est s'il y allait avoir une activité partielle. Donc la réponse est non. Il n'y a même pas eu de demande faite comment dire, par l'entreprise au gouvernement, puisque pour l'instant, sauf dégradation de la situation, hein, mais on verra la suite après. Ce qui est important, c'est que dans l'état actuel des choses, donc rien ne change. Cependant, il y a quand même des attestations qui sont nécessaires, qui ont dû vous être envoyées normalement par vos établissements, qui vous permettent donc de vous rendre sur le lieu de travail et ainsi voilà, être en règle avec les règles qu'on nous impose. Alors, juste petite précision, si vous avez une attestation pour aller travailler, vous n'avez pas besoin de l'attestation dérogatoire pour sortir de chez vous. Une remplace l'autre. Ces attestations, normalement, sont à date en date d'activité jusqu'au 1er décembre. Et en fonction, encore une fois, de l'évolution de la situation, ben, on sera amené à en recevoir éventuellement d'autres. Une petite précision, vous pouvez demander, alors j'ai eu un appel cet après-midi avec le siège, pour tous les représentants du personnel, vous pouvez demander à ce que soit rajouté dans votre métier, donc la description de votre métier et en même temps représentant du personnel. Voilà, ça peut éventuellement faciliter des déplacements que vous ferez en dehors du magasin dans le cadre de votre mission. C'est la seule chose que peut faire l'entreprise. Après, ça va être en fait beaucoup à l'interprétation de la maréchaussée si vous êtes contrôlé. Donc,
ce qui se passe, le magasin est ouvert. Est-ce qu'il y a un nombre limité de personnes dans le magasin? La réponse est oui, mais c'est une réponse en fait un petit peu biaisée, si l'on peut dire. Pourquoi? Parce que la jauge, c'est de dire, et ça c'est ce qu'a dit le Premier ministre, c'est 4 mètres carrés par personne, pour respecter la distance d'un mètre hein, entre chaque client. Le souci numéro un, et vous le savez comme moi, c'est que le 4 mètres carrés par client sur un magasin de 12 000 mètres carrés, si on enlève la surface occupée par les gondoles, etc., ça fait 1200 personnes dans le magasin, ce qui correspond à une grosse révolution, on va dire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des endroits qui ne sont pas pratiqués parce que ils ont un moindre intérêt par rapport aux clients. Et il y a par contre des embouteillages au niveau des lignes de caisse notamment. Donc, on va dire, le bon sens qui doit s'appliquer, je l'espère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est vraiment sur un afflux de personnes sur les lignes de caisse, avec des gens qui vont malheureusement pas forcément respecter les gestes barrières, peut-être, je dis bien peut-être, parce que ce sera laissé à l'initiative du directeur d'établissement de faire un filtrage à l'entrée, de manière à ce qu'il n'y ait pas forcément trop de personnes à l'intérieur du magasin qui soient serrées les uns contre les autres. Les affichages au sol, les affichages dans les magasins vont être renforcés pour la clientèle avec proposition de gel hydroalcoolique à l'entrée, avec produits désinfectants avec produits désinfectants pour les chariots. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être fortement en fait recommandé par les agents de sécurité qui seront à l'entrée du magasin. Maintenant, vous le savez comme moi, on ne peut pas forcer quelqu'un à se désinfecter les mains ou à passer du gel hydroalcoolique s'il prétend qu'il l'a fait 5 minutes avant dans sa voiture. Voilà, donc ça va être surtout de la prévention, on va dire avec insistance, mais ça restera de la prévention. Donc ça c'est quand même important à savoir. Ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on a réouvert en mode dégradé, il y avait une file unique pour les caisses. Donc cette file unique sera pas, on va dire, une imposition pour les magasins. Pourquoi? Parce que simplement, dans certains magasins, c'est plus contre-productif qu'autre chose. C'est-à-dire que ça fait une file qui part en serpentin et qui va se promener dans tous les rayons du magasin. Et du coup, ça engorge les allées, ça fait plus de dégâts qu'autre chose parce que du coup, le client qui est lui dans une allée, il doit traverser cette file pour aller dans une autre allée. Donc ça va vraiment être fait par rapport à la configuration du lieu, on va dire. Donc après, au niveau des magasins, les salles fumeurs restent condamnées. Pour certains, je sais que dans le mien ça a été fait, il y a des petits abris qui ont été faits à l'extérieur, avec un nombre de personnes limité sous ces abris, parce que là on rentre dans l'hiver, hein, donc ça risque de faire un petit peu froid ou pluvieux. Ensuite, pour les pauses déjeuner. Alors pour les pauses déjeuner, en fait, vont être mis à la disposition dans les magasins toutes les salles de réunion, les salles de pause, de manière à respecter plusieurs choses, c'est-à-dire la distanciation physique entre les personnes et qu'il n'y ait pas trop, par rapport à un afflux de personnes pendant les heures consacrées au déjeuner. Donc, comment ça se passe? Une salle de réunion peut être transformée en salle de repas avec des tables qui seront mises, avec aussi des plexis qui seront installés entre les personnes, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'échange, en fait, on va dire, qui soit trop proche. Parce que vous savez comme moi, hein, c'est le moment où on enlève son masque quand on mange. Donc ça va être assez régulé, on va dire, à ce niveau-là. Les distributeurs, alors il avait été question au départ de supprimer les distributeurs de boissons, même pour les salariés. Donc l'entreprise est revenue un peu là-dessus. On va les laisser donc en libre service pour les salariés, donc sur les coursives à l'étage. Par contre, sera mis à disposition juste à côté du gel évidemment hydroalcoolique et des lingettes désinfectantes, de manière à ce que voilà, vous
mettez du gel hydroalcoolique sur vos mains, vous servez votre café, un petit coup de lingette sur la machine pour que le copain derrière, qui fait pareil, il n'y ait pas de risque de se recontaminer. Il y a aussi une chose qui est importante, parce qu'on le voit dans certains magasins, et même si je sais que c'est fait avec du bon esprit, c'est que les moments de convivialité vont être supprimés. C'est-à-dire, c'est un exemple tout bête, hein, c'est une grosse panière sur une table en salle de repas dans lequel il y a 50, 100 ou 150 croissants, chocolatines, viennoiseries, où tout le monde met la main dedans en fait. Hein. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment potentiellement dangereux. De la même manière que des grosses panières de bonbons ou des choses comme ça, même si c'est très, très sympa de le faire, c'est un geste à risque. Donc l'entreprise demande à ce que ces moments de convivialité en présentiel soient supprimés. Les déplacements ainsi que les formations sont pour le moment suspendus, sauf les formations qui se font sur site et qui ne nécessitent pas la présence de beaucoup de personnes sur un même endroit. Ça peut être par exemple un permis cariste sur 2-3 personnes qui va se faire sur site et dans lequel on fera passer les personnes une par une avec un contact réduit et une désaffection du matériel entre les deux. En ce qui concerne l'inventaire, alors donc l'entreprise s'est rapprochée de notre prestataire qui nous fait les inventaires, qui lui nous a garanti pouvoir effectuer l'inventaire en respectant les consignes de sécurité. La prise de température à l'entrée n'en est pas à l'ordre du jour, d'autant plus qu'elle peut être refusée aussi, hein, au même titre que le test obligatoire, qui n'est pas absolument pas imposable en fait. Voilà, c'est tout ce que je vous dis. Ça a été présenté donc dans le cadre d'une réunion avec les organisations syndicales. Ça a été présenté au CSE central hier. Ensuite, il y a un élément qui est assez important. Ce sont les personnes à risque. Donc, les personnes à risque il y avait en fait 11 critères qui pouvaient définir le côté risque d'une personne. Fin août, vers le 28, le gouvernement l'a réduit à 6 critères, mais le Conseil constitutionnel a refusé ça. Donc on revient sur les 11 critères des personnes à risque. Alors je vais vous les lire vite fait. Vous avez ça sur le site du info.gouv, hein, mais je vais quand même vous les lire. Donc c'est être âgé de 65 ans et plus, avoir des antécédents cardiovasculaires, hypertension artérielle compliquée, accident vasculaire cérébral, avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications, présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale, donc c'est bronchopneumopathie, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnée du sommeil, mucoviscidose notamment. Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée, être atteint d'un cancer évolutif sous traitement, présenter une obésité, donc avec un indice de masse corporelle supérieur à 30 kg. Ensuite, être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise, être atteint d'une cirrhose au stade B ou encore, alors ça je ne sais pas ce que c'est, mais du score de Scheidplug. Voilà, je ne sais pas ce que c'est. Être au 3e trimestre de la grossesse. Donc voilà, tous ces éléments-là. Si vous avez ces éléments-là, c'est soit votre médecin qui va vous faire un certificat de demande d'isolement, auquel cas vous serez éligible au chômage partiel, soit c'est la médecine du travail qui peut le faire aussi. Donc dans tout état de cause, vous devez présenter un justificatif qui atteste de votre côté personne à risque en fait. Pour l'instant, et dans l'état actuel des choses, les personnes vivant avec des sujets à risque ne sont pas éligibles au chômage partiel. Donc on ne sait pas si ça va évoluer, ça c'est encore une fois le gouvernement qui va le définir, mais pour l'instant, malheureusement, les personnes qui vivent avec une personne à risque ne sont pas éligibles au chômage partiel, comme ça avait été le cas lors du premier confinement. Au niveau après des questions qu'on a pu poser en ce qui concerne donc les NAO, je vous en avais parlé dans le dernier live, on saura exactement comment ça se passe, c'est-à-dire si ça se passe la semaine prochaine comme c'était prévu au départ,
si c'est reporté, si c'est dans d'autres conditions. Donc on en saura plus lundi matin. Donc pour l'instant je n'ai pas les éléments, mais ce qui est sûr c'est que c'est à l'étude. Après sur le d'un côté on va dire financier, donc pour l'instant il n'y a aucune raison qu'il y ait un décalage au niveau de la prime de novembre. Donc elle est maintenue comme elle l'est d'habitude. Et pour le moment, alors encore une fois, c'est pour le moment, parce que ça dépend d'un collège d'experts et non de l'entreprise, mais pour le moment, il n'est absolument pas envisagé, comme ça avait été le cas en juin, de blocage Valadeo. Donc pour l'instant, tout fonctionne. Il y a quelque chose qui est vraiment très important et qui a été dit, c'est qu'au niveau du contingent horaire, donc vous savez que vous devez travailler 1607 heures sur l'année, l'entreprise a décidé de ne pas bloquer les compteurs, c'est-à-dire de ne pas arriver sur des périodes de vidage de rayons parce que les gens sont en récupération d'heures pour arriver sur le fameux zéro à la fin de l'année. Donc là, il n'y aura pas de pression du tout par rapport à ça, parce que un, ça peut nous éviter d'embaucher des intérimaires, et deux, ça peut intéresser des personnes qui veulent avoir des heures complémentaires. Donc, avec votre accord, évidemment. Par contre, il est très important de noter ceci, c'est que vous devez faire 1607 heures par an. Au-delà de 1607 heures au 31 décembre, vous êtes en heures supplémentaires, donc qui sont majorées. Mais la période de chômage partiel vient décompter en fait ces 1607 heures. Ce qui veut dire que si vous avez, admettons, travaillé, alors on va enlever 300 heures, c'est-à-dire 2 mois, donc on est à 1407 heures, le compteur se met à jour automatiquement en tenant compte du chômage partiel. Donc si vous êtes avec votre compteur à plus 40 au 31 décembre, ben vous n'arriverez pas à dépasser 1607 heures travaillées dans l'année. Ce qui veut dire que les heures qui vous seront payées seront des heures complémentaires. Autrement dit, elles ne seront pas majorées. Voilà. Donc c'est important de le savoir dans votre choix après d'en faire ou de ne pas en faire. Mais voilà, tant que, en fait, les personnes, grosso modo, hein, qui vont avoir des heures supplémentaires majorées, ce sont les personnes qui n'ont pas arrêté de travailler de l'année. C'est-à-dire que pendant le confinement, ils étaient pardon, en log ou voilà. Mais pour les autres qui ont eu une période d'activité partielle, tant que le nombre d'heures que vous faites en plus sur votre compteur à la fin de l'année ne dépasse pas le nombre d'heures que vous avez passé chez vous, vous êtes en heures complémentaires non majorées. Donc ça c'est important de le signaler. Voilà à peu près les nouvelles. Alors on sait qu'il va y avoir des points d'étape qui vont être faits très régulièrement par le gouvernement pour le suivi de la situation sanitaire et que ça peut amener à je vais y arriver, à des changements en fait hein, dans les décisions qui seront prises. Ça peut, le confinement peut se durcir, le confinement peut s'alléger, il peut y avoir d'autres indications qui vont être prises et d'autres décisions qui vont être prises soit par le gouvernement, soit par l'entreprise elle-même. Évidemment, on vous tiendra informé par rapport à tout ça. Mais pour l'instant, voilà, je crois qu'il y a un point d'étape qui va se faire jeudi, normalement, de la semaine prochaine. Donc on regardera un peu ce que ça donne. Alors, juste quelques petites précisions rapides par rapport à... Parce que là, on me demande s'il va y avoir une prise de température, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, des clients ou des salariés. La réponse pour l'instant est non. En tout état de cause, si on le propose, ce sera simplement une proposition. C'est-à-dire qu'en aucun cas, on a obligation de le faire et le client peut le refuser de le faire. On a posé aussi une question qui est une grande importance pour nous, c'est que quand on est déclaré cas contact par les ARS, on est tenu de rentrer chez nous afin de faire un test et d'être en isolement jusqu'au résultat du test. Cette période d'inactivité est prise en charge à 100% par la sécurité sociale en tant qu'arrêt maladie. Mais dans notre entreprise, vous le savez, si on n'a pas été malade pendant 12 mois, eh bien si on a une gastro, si on a une angine, une grippe, les 3 premiers jours de carence sont pris en charge par l'entreprise. Par contre, si on a été en arrêt maladie parce qu'on a été déclaré cas contact sur son lieu de travail, ça fait un deuxième arrêt maladie en moins d'1 an.
Donc nous, la question et la revendication qu'on a fait, c'est de dire, ok, mais la personne vient travailler sur son lieu de travail, elle n'est pas responsable de la maladie d'un collègue. Donc si on lui dit, tu rentres chez toi pour faire les tests, etc., à ce moment-là, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il n'y ait pas le salarié à qui on demande de rentrer chez lui alors qu'il n'est pas malade, ne soit pas pénalisé s'il a un autre arrêt maladie pendant les 12 mois qui suivent. De la même manière que ce temps d'absence-là, qui peut être de 2-3 jours, n'impacte pas les primes qui sont versées. Donc, on a vraiment posé la question de manière officielle. On attend une réponse le plus rapidement possible. Hein, et voilà, sachez que ça fait partie aussi de nos préoccupations parce que c'est assez important. Donc là, une question sur les NAO. Alors, voilà, comme je le disais tout à l'heure, les NAO pour l'instant sont soumises à des contraintes sanitaires. Donc on n'a pas encore d'éléments, on ne les aura qu'en début de semaine, sur la faisabilité dans le délai qui était imparti, c'est-à-dire jeudi prochain. Donc voilà, pour l'instant on ne sait pas trop en fait où ça va aller, comment ça va se faire, si ça va se faire, si ça va être reporté, si ça va être délocalisé. Pour l'instant nous n'avons pas les éléments par rapport à ça. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour des informations que j'avais à vous partager. Je vérifie ma petite liste parce que je me suis fait mon petit pense-bête. Ouais, donc je pense que j'ai fait le tour. Le client, ok, mais le salarié peut-il refuser le test? Oui. Oui, on peut refuser d'être testé. On peut refuser aussi de donner le résultat à son employeur. Alors, c'est un peu bis-bis, hein, parce que la fiche qui a été éditée par le ministère du Travail, il est spécifié qu'on n'a pas le droit d'imposer un test, on n'a pas le droit d'imposer un test de température, ne serait-ce que ça. On n'est pas obligé d'informer qu'on a un cas contact chez soi, on n'est pas obligé d'informer qu'on est cas contact soi-même. Par contre, il y a une règle de base de sécurité par rapport aux autres, hein. C'est que si vous êtes cas contact et que vous avez une responsabilité individuelle par rapport à vos collègues et par rapport à beaucoup de gens autour de vous. Donc, si vous êtes cas contact et que vous allez bosser alors qu'on vous dit de ne pas y aller, là où vous n'êtes pas du tout dans la légalité. Alors, je reprends une question parce qu'on me repose la question par rapport aux personnes vulnérables. Donc, les personnes vulnérables sont éligibles au chômage partiel avec une attestation du médecin ou du médecin du travail qui va étudier votre cas et qui va définir si vous êtes personne vulnérable. À ce moment-là, il va demander un certificat d'isolement et qui vous permettra de bénéficier du chômage partiel. Et comme je disais tout à l'heure, malheureusement, pour l'instant, les personnes qui vivent avec des personnes vulnérables ne sont pas éligibles actuellement dans le cadre du chômage partiel. Oui, il y a aussi une chose importante, c'est que il y a beaucoup d'élus parmi vous qui me regardez. L'entreprise a obligation d'informer le CSE des cas Covid dans l'établissement. C'est important parce que c'est pas toujours fait. Des fois, ce n'est fait que envers le secrétaire qui partage ou pas l'information. Donc, nous avons fait un CSE extraordinaire dans mon magasin, en présence de l'inspectrice du travail, qui a été très claire. Le CSE doit être informé de chaque nouveau cas. Alors attention, informer, c'est, voilà, si on vous dit, nous vous informons qu'un nouveau cas a été détecté, nous vous informons que 3 personnes ont été déclarées cas contact par l'ARS, ça s'arrête là l'obligation. Hein, en aucun cas, on est obligé de donner le nom de la personne, évidemment, respect du secret médical. En aucun cas, on est obligé de donner le secteur ou le rayon service. Parce que dans les équipes courtes, ça peut désigner une personne directement. Donc, ce n'est pas obligatoire et ce n'est pas fait et ça se comprend un petit peu. Par contre, ce qui est important, c'est
de savoir au fur et à mesure et à l'instant T, dès que la direction est informée, elle doit informer le CSE. Elle doit informer le CSE aussi si on est un cluster. Hein, donc un cluster, c'est 3 cas en 7 jours. Parce que là, il y a aussi, on va appeler l'ARS, normal, mais aussi la médecine du travail et aussi l'inspection du travail. Donc c'est pas du tout la même démarche parce qu'à ce moment-là, il y a une enquête qui va être faite sur le site. Alors après, la question est de savoir, pour ce que l'on vit actuellement, est-ce que on va avoir une baisse d'activité vraiment importante par rapport à une activité. On est en, alors même si on est un magasin de première nécessité, hein, c'est comme ça que nous définit le gouvernement. On peut aussi avoir, suite à l'élan vraiment, parce que ce qui s'est passé sur les derniers jours et les records qui sont tombés dans énormément de magasins, il y avait aussi une panique à l'idée de fermeture. Donc il y a eu des achats de prévision qui ont été faits. Ces achats-là, ils vont pas se faire maintenant. On va faire de l'entretien, on va faire du suivi, mais pas plus de la prévision. Donc, est-ce que ça va occasionner une baisse d'activité suffisante pour déclarer que il y a une activité ou un certain nombre de personnes qui doivent être mises en activité partielle? C'est pas c'est envisageable dans l'idée, mais comment dire, pour l'instant non, on n'est pas du tout là-dessus. On n'est pas du tout là-dessus. J'ai une autre question. Avez-vous abonné à la diffusion du Covid? Les modes d'encaissement de clients, type voilà. Avec les protections. Donc sur les modes d'encaissement, les modes d'encaissement, à un moment donné, on est un peu obligé de suivre les directives de la Banque de France, c'est-à-dire qu'il y a des moyens de paiement qu'on n'a pas le droit de refuser, tout simplement. Donc ce qui est important, c'est que si il n'y a pas de sans contact, par exemple, parce que le montant est trop élevé, ou que la personne paye en espèces, il faut vraiment avoir des dérogations pour imposer un type de paiement. Ces dérogations, pour l'instant, ne sont pas forcément d'actualité, et il faut être simplement vigilant sur le fait de bien désinfecter le PIN-pad après chaque client. Il va y avoir aussi certainement, oui, Edgy, tu fais bien de le dire, il va y avoir aussi un afflux massif au vu de ce qui est sorti des magasins, un afflux massif au niveau des retours marchandises. Donc là, il va falloir essayer d'être vigilant là-dessus pour pas que ça se bouscule trop, et parce que c'est un produit que vous ramène le client, hein, donc il l'a touché, vous le touchez après. Donc là aussi, il va falloir vraiment respecter le process, c'est-à-dire que je prends les produits de mon client, je les mets dans les caisses pour les retours, je me désinfecte les mains. C'est quand même vachement important. Alors, ça c'est une bonne question. Le fait de dire j'ai le Covid n'est pas forcément obligatoire. Par contre, je suis obligé de rester chez moi pour ne pas aller contaminer mes collègues. Donc, l'information que va vous donner l'employeur, c'est-à-dire un cas a été détecté, c'est la seule information qu'il peut vous donner, c'est l'information que le salarié lui a donnée. Il ne peut pas inventer, si vous voulez. Parce qu'on est encore une fois sur le respect du secret médical et que c'est pas forcément une obligation, même si moi personnellement je trouve que c'est pas très sympa de dire bon je vais inventer une autre maladie pour cacher le fait que j'ai le Covid. Hein. C'est pas une punition le Covid, c'est vraiment chiant. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer deux de nos collègues et camarades qui sont en plein dedans et on leur souhaite vraiment bon courage parce que il y en a pour qui c'est pas marrant et c'est un petit peu difficile au niveau santé. Donc vous avez tout notre soutien. Alors, les distributeurs de boissons chaudes ne sont pas interdits comme certains le prétendent. Il faut juste les désinfecter. C'est exact. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il avait été question de fermer ça, même sur les espaces réservés aux salariés, mais finalement, non, c'est maintenu. Par contre, ce qui est plus en place, ce sont les distributeurs pour les clients et les fontaines à eau dans le magasin par rapport à la manipulation des gobelets, du bouton pour l'ouvrir. Donc, alors,
le fait que ouais, c'est une mise en danger, j'essaie de lire, des collaborateurs si on ne sait pas qu'il y a le Covid. Oui. C'est pour ça que moi, j'estime qu'il est vraiment de notre responsabilité individuelle de dire ben, je suis atteint du Covid, donc voilà, et j'étais au travail avec un tel, pour qu'on fasse l'enquête classique. Mais malheureusement, ben, la liberté individuelle permet de ne pas le faire malheureusement. Donc, moi, j'en appelle plus à votre responsabilité individuelle qu'à votre liberté individuelle par rapport à ça, parce que c'est vos collègues, et du coup, le fait d'isoler un cas contact, on, on peut se prémunir de ça, mais si la personne ne va pas dire qu'elle a eu le Covid, le cas contact, ben, il ne sait pas qu'il est cas contact, il a le temps de continuer à propager le virus avec tous ses collègues, de le ramener à la maison pour la famille, les enfants, ou les parents ou les grands-parents. Donc pour moi, c'est vraiment important. Voilà, on ne peut pas l'imposer, mais c'est vraiment très important, parce que là on est sur un domaine de santé publique, à mon sens. Voilà, j'ai plus de questions pour le moment, donc ben, il me reste à vous souhaiter bon courage. Moi, je reviens vers vous ben, en fonction de ce qui s'est passé au NAO. Maintenant, vous savez ce que c'est. Si vous ne savez pas, ben, vous pouvez tout à fait re-regarder les vidéos qui ont été faites par Nico et par moi. Et donc pour vous dire ben, ce que l'entreprise a décidé, entre guillemets, de savoir comment elle allait nous remercier, si on peut appeler ça comme ça. Donc juste une dernière question. La direction, quand elle est informée, devrait informer oui, alors sa seule obligation, c'est d'informer le CSE. Et évidemment, comme dès qu'il y a un cas qui est signalé, la direction appelle les ARS, et les ARS vont dire ok, un tel, au vu de ce que vous m'avez décrit, est un cas contact, pour justement voilà, éviter que ça se propage un peu partout. Sinon, effectivement, je suis d'accord, c'est de la mise en danger un petit peu de la vie d'autrui. Donc pour l'instant, à chaque fois, c'est l'ARS qui décide. De la même manière que s'il y a un cluster qui se déclare dans un magasin, donc c'est l'ARS en collaboration avec la médecine du travail et l'inspection du travail qui vont décider de ce qui va se passer. L'entreprise n'a pas la main là-dessus, hein, faut le savoir. Voilà, bah écoutez, je vous dis je pense à la semaine prochaine, je vous tiens au courant évidemment de ce qui se passe. N'hésitez pas donc à liker et partager, et je vous dis à très bientôt. Au revoir à tous.